radio pour les Africains, Africa numéro 1. Une radio pour les Africains, Africa numéro 1. Carrefour de l'Afrique unie et Africa est l'amitié entre les peuples, Africa numéro 1. L'amitié entre les peuples, Africa numéro 1. De 6h à 24h, Africa est une radio pour les Africains, Africa numéro 1. Une radio pour les Africains, Africa numéro 1. Africa est l'amitié entre les peuples, Africa numéro 1. L'amitié entre les peuples, Africa numéro 1. Africa numéro 1. Africa numéro 1, la radio africaine. Africa numéro 1, c'est la radio de l'Afrique. Timothée Mémé, bonsoir. Bonsoir François Duc, mesdames et messieurs, bonjour. Condamné à la peine capitale lors du procès du coup d'État raté du 19 mai de l'année dernière en RDC, les 3 Américains emprisonnés et qui attendaient leur exécution ont finalement vu leur peine commuée en prison à vie après une grâce présidentielle à la demande du ministère public. Et puis selon la Banque africaine de développement, 600 millions de personnes en Afrique vivent sous le poids de l'insécurité énergétique. Ce déficit en registre énergétique est à l'origine des coupures intempestives de courant dans certaines grandes villes africaines, le cas de Kinshasa qui compte 17 millions d'habitants. La grâce présidentielle accordée à l'ancien président guinéen Moussa Dadis Camara, qui purgeait une peine de 20 ans de prison ferme, continue à faire des vagues après de nombreux Guinéens qui ont vu d'un mauvais œil cette grâce présidentielle, estimant que cette grâce est un déni de droit. C'est au tour du Bureau des droits de l'homme, basé à Genève en Suisse, de donner de la voix. Pour l'ONU, cette grâce présidentielle constitue une violation des droits des victimes et affaiblit l'état de droit. Rappelons que l'ancien président guinéen Moussa Dadis Camara, qui a bénéficié d'une grâce de la part du président Mamadi Doumbouya, avait été condamné après les massacres de 2019 au stade de Conakry, massacre qui avait fait 156 morts et de nombreux blessés.
Par ailleurs, en Guinée-Conakry, le référendum aura lieu le 21 septembre prochain, annonce faite par le ministre Baouri. Un pas vers le retour à l'ordre constitutionnel. C'est depuis 3 ans que Mamadi Doumbouya a renversé le président Alpha Condé qui voulait s'offrir un 3e mandat anticonstitutionnel. Adoptée au Mozambique, la loi visant à pacifier le pays, elle a été adoptée à l'unanimité par le Parlement, proposée par le gouvernement. Le texte résulte d'un accord passé entre le président Daniel Chapo et les dirigeants des 3 partis d'opposition. Le texte prévoit des réformes visant à garantir la stabilité politique dans un pays ravagé par 4 mois de crise ayant fait 360 morts au lendemain d'une élection contestée. Une mission de l'Union africaine composée de médiateurs séjourne depuis hier à Djouba, capitale du Sud-Soudan. Objectif, sauver l'accord de paix fragilisé par l'assignation à résidence du vice-président Riek Machar. Le gouvernement du président Salva Kiir l'accuse de préparer une nouvelle guerre civile. Pendant ce temps, les combats opposant l'armée régulière et les milices proches de Riek Machar se poursuivent dans l'état du Haut-Nil. Les organisations humanitaires internationales désormais persona non grata en Libye. Les autorités de Tripoli, qui ont prié ces ONG de plier bagages, les accusent de vouloir installer des migrants d'origine africaine dans le pays. Elles y voient une tentative de modifier la composition démographique et une menace pour la société libyenne, explique le porte-parole de l'agence de sécurité intérieure. En République centrafricaine, notamment dans la ville de Bouzoum, le nord-ouest du pays, les prix flambent, une conséquence de l'insécurité qui sévit dans cette région et qui paralyse les activités des agriculteurs et autres commerçants qui, face à cette situation, appellent à l'aide. C'était le point d'actualité. Élection présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon. Le débat du jour. Du lundi au vendredi, 17h05 à Libreville, 16h05 en temps universel. Face à face, représentants des candidats, partis politiques, monde universitaire, acteurs économiques, socioculturels et sportifs, mouvements de jeunesse, organisations féminines. 24 mars, 24 avril 2025, les opinions s'expriment, les valeurs sont débattues sur la radio africaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans le cadre du spécial présidentiel sur Africa numéro 1, voici un nouveau numéro du débat. Aujourd'hui, comment financer le développement au Gabon dans les 7 prochaines années, avec comme sous-thème les questions de fiscalité, d'emprunt et de gouvernance. Pour en débattre, nous recevons le représentant du mouvement des bâtisseurs, Steve Mugama, soutien du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, David Kevin Ngoma, cadre supérieur de banque, membre de l'équipe de campagne du candidat Alain-Claude Bilé-Binzé, une personne ressource avec nous, Rodrigue aussi, expert indépendant, président d'un groupe de réflexion sur les politiques publiques. Messieurs, pour commencer, quels sont les principaux axes de développement qui figurent dans vos différents projets de société? Steve Mugama, représentant du mouvement des bâtisseurs. Bien, bonsoir. Bonsoir. Merci encore pour l'honneur qui m'est fait de m'exprimer ici au nom du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour ce qui est du projet de société du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, il faut noter de façon sommaire qu'il est axé autour de 6 piliers principaux que je pourrais vous citer pêle-mêle. Axé principalement là sur le développement. Nous allons revenir globalement, si vous voulez, dans ce programme sur l'ensemble des 6 piliers. D'accord, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est de développement, alors nous avons le pilier infrastructure, nous avons la question du capital humain et de la justice sociale, parce qu'il faut noter que pour le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, l'homme est au centre de ses préoccupations. Et parallèlement à cela, nous avons évidemment la question de gouvernance et des institutions. Voilà un peu de façon sommaire présenter les piliers qui tournent principalement autour des questions de développement. Même question à vous, David Kevin Ngoma, vous êtes au soutien d'Alain-Claude Bilé-Binzé, candidat indépendant. Bonsoir M. Asseyi, merci pour l'invitation. C'est M. Ngama. Ngama. Pour rectifier. Ngama. Merci. Donc,
le candidat Alain-Claude Billy-Bizet a offert aux Gabonais un projet à forte connotation sociale. Donc, nous allons développer les axes qui touchent au pan social beaucoup plus dans le projet de M. Billy-Bizet. Et vous aurez aussi, évidemment, les aspects économiques. Nous allons revenir là-dessus. Donc, comme ça, rapidement, vous aurez la politique agricole, vous aurez la politique sanitaire, vous aurez la politique budgétaire avec une proposition de la réforme de notre politique budgétaire. Vous aurez aussi les questions monétaires. Donc, voilà un peu brièvement tout ce qui concerne le développement. Donc, le développement, quand on le prend dans son aspect quantitatif et qualitatif. Parce que le développement est à ne pas confondre avec la croissance économique. Généralement, le développement s'applique sur des valeurs qualitatives. Donc, l'accroissement du niveau de vie, etc., l'indice de développement humain, ça c'est un pan. Et on a aussi des politiques et des réformes qui vont toucher l'aspect croissance économique. Alors, je reste avec vous sur certains aspects, sur le social par exemple. Est-ce qu'on peut prolonger? Que proposez-vous exactement? Alors, la mesure phare du candidat Alain-Claude Billy-Bizet, il y en a deux essentiellement. Premièrement, le revenu universel garanti et le minimum jeunesse. Le minimum jeunesse va concerner les jeunes diplômés qui finissent leurs études, qui ne trouvent pas un emploi. La première année, ils auront 80% de la bourse qu'ils avaient, pour ceux qui étaient boursiers. Et pour les autres, on va réfléchir sur un mécanisme d'octroi. La deuxième année, s'il n'a toujours pas trouvé un emploi, 60%. Et si, par extraordinaire, à la fin de la deuxième année, il n'a toujours pas d'emploi, l'État va l'aider à s'installer. Donc, c'est un peu le mécanisme pour accompagner les jeunes diplômés en quête d'emploi. Et ensuite, vous avez le revenu universel garanti, qui est un revenu de 150 000 qui va s'adresser aux chômeurs, aux personnes à mobilité réduite, aux personnes vivant avec des handicaps, aux personnes du troisième âge qui n'ont pas de pension. C'est-à-dire il y a malheureusement des compatriotes qui n'ont pas travaillé et qui aujourd'hui sont du troisième âge. Il faut accompagner ces gens. Donc, le projet de société du candidat Billy-Bizet va être à forte connotation sociale. Mais en vous écoutant, n'avez-vous pas pensé aux effets pervers de ce programme, notamment avec ceux-là qui vont s'accrocher aux finances publiques, ad vitam aeternam? Non, justement. Et avant d'entrer dans ce studio, vous avez parlé du RSA en France qui a permis de créer justement des chômeurs permanents. Ici, il ne s'agit pas de s'éterniser. Il y aura un processus d'entrée et de sortie d'accès à ce revenu universel garanti. Voilà pourquoi le candidat Billy-Bizet va proposer la création d'un fonds qui sera chargé de gérer ces questions en termes de procédure. C'est-à-dire, lorsque vous êtes chômeur, lorsque vous trouvez un emploi, il faut trouver des procédures pour contrôler tous ces flux de personnes entrant dans l'éligibilité de ce revenu universel garanti. Monsieur Mugama, oui. Vous l'avez écouté, votre adversaire, enfin, votre compatriote d'en face. Qu'est-ce que vous en pensez sur le revenu minimum? Alors, il y a quand même... On ne vous a pas beaucoup entendu là-dessus. Il y a un élément important. Donc, vous savez, l'écoute est un art. Cela témoigne du respect qu'on peut avoir vis-à-vis de son contradicteur. Ceci étant, je m'interroge quand même sur l'aspect de soutenabilité et la faisabilité de ce minimum garanti de 150 000 francs qui serait accordé aux Gabonais, aux chômeurs, parce que, sauf si, on ne nous a pas tout dit, mais je crois que dans les mécanismes de gouvernance d'un État, il y a ce qu'on appelle l'étude préalable. Et à partir de là, on décline les différentes sources de financement et les différentes ressources dont on pourrait disposer. Qu'est-ce qui a amené à fixer cette cotation à hauteur de 150 000 francs? A-t-on une idée du taux de chômeurs dont dispose le pays à cette période? Comment est-ce que ça va se faire, puisque les lois de finances, de ce que je sais, elles fluctuent et elles varient selon le seuil de rente pétrolière.
et des revenus dont le pays peut disposer. À partir de ce moment, j'avoue que je suis un peu éberlué par cette annonce qui me semble, ma foi, je le leur concède, mais elle me semble pas très réaliste. Vous avez posé plusieurs questions comme un journaliste. Alors, vous avez l'occasion de répondre. Alors, combien ça coûte tout cela? Je crois que plus de 180 milliards de francs CFA. Alors, au bas mot. Je vais rapidement décliner l'étude préalable. C'est une étude préalable. Nous nous sommes basés sur la loi des finances 2025 que nous avons analysée et nous avons identifié des poches qui peuvent aisément, et je vais vous donner le calcul. Il vous souviendra que le candidat Billy Binze a annoncé l'intention, lorsqu'il arrivera au pouvoir, au soir du 12 avril, la fermeture, la suppression de certaines institutions budgétivores. Vous pouvez les citer, hein? Alors, il y a le Sénat, il y a le Conseil économique et social et environnemental, la médiature, le Conseil national de la démocratie. Lorsque vous additionnez toutes ces institutions aujourd'hui, sur la base... Une petite question, pourquoi ces institutions seulement? Ce sont celles qui ont été identifiées comme n'ayant pas une efficacité ou d'impact. Je vous prends un exemple. Le Sénat et l'Assemblée nationale font exactement la même chose. Pourquoi garder deux institutions pour faire la même chose? Et ce à quoi nous assistons, c'est des lois qui sont votées en des termes identiques, etc. Parfois, on change une virgule pour ne pas avoir des termes identiques et après, là, on joue à la baballe. Pourquoi aujourd'hui, pour un pays comme le nôtre, avec 2 500 000 environ d'habitants, non, deux institutions, c'est un peu lourd pour les finances publiques. Et le Conseil économique et social et environnemental? Le Conseil économique et social, c'est simple. On est parti d'un constat simple. Sauf à me démontrer, j'ai jamais vu un avis du Conseil économique et social qui ait fait reculer le gouvernement ou faire changer le gouvernement sur une politique économique ou autre. Ce n'est qu'un avis? C'est un avis. Donc, un avis ne sert à rien. Entre guillemets. Et on a constaté que ces avis ne sont jamais suivis. Pourquoi garder une telle institution? Conseil national de la démocratie. Le Conseil national de la démocratie, c'est simple. Dans tous les pays du monde, dans les grandes démocraties, le débat politique se fait au Parlement. Il n'y a qu'au Gabon où on fait le débat politique au Parlement, mais on fait encore le débat politique au Conseil national de la démocratie. Ce sont des redondances. Et la médiature? Et la médiature, sans vouloir manquer de respect à la médiature de la République, dites-nous quel est le conflit politique que la médiature du Gabon a réglé. Je n'en connais aucun. Sauf si la médiature de la République travaille en sous-marin. Je n'ai jamais vu un conflit politique. Je vous prends l'exemple, la médiature existe depuis 2016. Après les élections présidentielles 2016, il y a eu une crise post-électorale. Je n'ai jamais entendu le médiateur de la République parler. Ces institutions sont celles qui ont été identifiées comme n'ayant pas un impact réel. Alors, suppression égale économie. Combien? Oui. Le total pour toutes ces institutions, ça fait 21 milliards 862 284 594. Si on additionne les dépenses prévues sur cette loi des finances. Et le soutien aux chômeurs, aux handicapés? Je veux quand même relever un fait, hein, parce que si on est pour qu'on ne se perde pas, parce que lorsque nous sommes en train de parler de la loi des finances 2025, il faut dire au passage qu'à l'heure actuelle, elle est estimée à 4209, on va dire 4204,9 milliards de francs CFA. Mais il faut relever qu'il y a en moyenne 1 milliard 204,8 qui devrait être financé par la dette. Donc il faut trouver le moyen pour financer le déficit budgétaire que nous allons connaître. Et le gouvernement, à partir de là, dans leur étude, projetait, je dis bien projetait, d'emprunter en moyenne 208,4 milliards auprès des créanciers extérieurs et intérieurs. Et parallèlement à cela, c'est bien ce dont vient de parler le frère ici, ben, il faut relever que... Monsieur Indama, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais ce qu'il faut relever ici, c'est que on ne va pas habiller Saint-Pierre pour déshabiller Saint-Paul. Vous pouvez me dire les personnes qui exercent au Conseil économique et social, d'où elles viennent? Ces personnes sont-elles des Gabonaises ou pas? À l'Assemblée nationale, ce sont des Gabonais ou pas?
Dès lors que vous allez mettre ces personnes au chômage, ça veut dire que vous devrez leur verser le minimum des 150 000 francs dont vous êtes en train de parler. Et à partir de ce moment, les faits sont clairs. Ça biaise vos chiffres et tous les calculs qui sont faits, qui, ma foi, vont paraître un peu malencontreux. Juste pour préciser, le Conseil national de démocratie, c'est des représentants de partis politiques. Il y a environ à peine une dizaine de Gabonais qui travaillent de manière permanente. Le président est un avocat, Maître Ndao, qu'on connaît, et la plupart, c'est des fonctionnaires. Le président est statutaire. Voilà. Vous avez le Conseil économique et social, c'est un ensemble de corporations. Donc c'est des gens qui appartiennent à des métiers. Lorsqu'ils siègent au Conseil économique et social, ils ont leurs émoluments, mais c'est d'abord les travailleurs. Est-ce que vous connaissez la plus-value? Vous connaissez la plus-value du Conseil économique et mieux, pourquoi celui qui est votre candidat aujourd'hui avait accepté l'extension jusqu'à environnementale? Je vais vous le dire. Le Conseil économique et social a eu l'extension de charge au niveau d'environnemental parce qu'on s'est rendu compte que le rôle du Gabon à l'international en matière de préservation de l'environnement et des ressources qui font que certains partenaires à l'international soutiennent le Gabon pour sa politique de préservation de l'environnement, ont fait qu'on a vu une certaine augmentation des subventions et des accompagnements du Gabon en matière de politique de préservation de la nature et de l'environnement. Vous voyez qu'ici, on s'y inscrit dans une logique, et lorsqu'on décide de fermer cette institution ou de la retirer complètement du marché, ça voudrait dire que parallèlement à ça, et de façon transversale, on se coupe le lien avec les partenaires internationaux, les bailleurs de fonds qui décident de nous soutenir parce que nous œuvrons dans la préservation de l'environnement. Bon, après, ça fait... voilà. Bon, peut-être préciser une chose. Oui, je précise ici qu'il s'agissait de l'intervention de M. Steve Davin Mougiama, représentant du mouvement des bâtisseurs. Et au sujet du Conseil économique, social et environnemental, ajoutons culturel aussi. Oui. Monsieur, vous prenez le risque de supprimer également ce pan-là. Monsieur Asseyi, je vais repréciser mon propos. Concernant le Conseil économique et social, il y a une redondance avec le ministère de l'Environnement. Les bailleurs de fonds qui soutiennent le Gabon par rapport à notre politique environnementale ne le font pas parce que nous avons l'existence du Conseil économique et social et environnemental. Nous avons un ministère chargé de l'environnement qui est outillé pour gérer toutes ces questions. Donc, cette redondance, c'est celle-là que nous voulons supprimer, de telle sorte que nous ayons une certaine efficacité. Une parenthèse, aujourd'hui nous avons 35 ministères. Alors que quand vous regardez ces ministères, c'est les anciennes directions générales qui ont été transformées en ministères. Si on veut réduire le train de vie de l'État, commençons par réduire le nombre de ministres. Au Gabon, pour 2 500 000 habitants, on peut facilement avoir une vingtaine de ministres. Et ça tient, parce que on avait le ministère de l'économie et des finances, aujourd'hui on a le ministère de l'économie et des participations, on a le ministère du budget, ça fait 2 cabinets ministériels. Si vous faites le total, vous allez voir que nous ne sommes pas dans l'efficacité budgétaire. Le Conseil économique et social environnemental, ce n'est pas parce qu'il existe que les bailleurs de fonds nous soutiennent en matière environnementale. On a le ministère de l'Environnement qui fait déjà ce travail. Donc, pour nous, on estime que ce n'est pas une mesure défavorable. Au contraire, c'est une mesure d'efficacité gouvernementale. Mesdames, Messieurs, vous êtes toujours sur Africa numéro 1, la radio africaine, dans le débat. À mes côtés, Gervais Bouangangema. Merci Rodrigue Asseyi. On va 20 minutes après l'ouverture de ce débat donner la parole à monsieur Rodrigue aussi, qui est expert indépendant, président d'un cercle de réflexion sur les politiques publiques. Monsieur aussi, nous vous voyons piaffé d'impatience parce que vous vouliez réagir sur nombre de préoccupations soulevées par vos 2 co-débatteurs dans ce studio. Mais avant tout, en tant qu'expert indépendant et avec le recul qui vous caractérise, quel est le regard que vous jetez sur le niveau de développement et les indices de développement du Gabon aujourd'hui? Alors, ce qui est certain, c'est que si on ramène ce développement à la question du financement et en particulier de la fiscalité, qui est le thème du débat, il faut
déjà avancer quelques chiffres. Le Gabon a une pression fiscale de 17,3% en 2024. Quelques autres indicateurs. En termes de taux moyen effectif d'imposition, le Gabon est à 13,5%, alors que la moyenne dans les autres pays de la CEMAC est de 21,7%. Qu'est-ce que cela signifie en réalité? Ça signifie que en termes d'utilisation de la fiscalité comme levier des politiques publiques, qu'il s'agisse des politiques pour redistribuer ou accorder du revenu, j'ai cru comprendre que c'était l'objectif de la proposition portée par le candidat Bilibizé avec le revenu universel garanti et le minimum jeunesse. Cela veut dire qu'il s'agit donc de ces politiques de redistributrices ou des politiques économiques et autres. La fiscalité reste un levier. Et en ayant écouté les différents candidats ainsi que leurs représentants sur ce plateau, il apparaît effectivement qu'ils ont des programmes. Ces programmes-là vont nécessairement, inévitablement, se traduire en termes de politique publique. Et donc la question est de savoir comment vont-ils les financer. Est-ce que c'est par la fiscalité, donc en misant sur l'accroissement des ressources intérieures, des ressources budgétaires, ou est-ce qu'ils vont recourir à l'emprunt? Ils auront l'opportunité de répondre justement à ces interrogations. La question qui suit, M. Rodrigue aussi, Rodrigue ACI l'a relevé en amont que vous êtes par ailleurs président d'un cercle de réflexion sur les politiques publiques. Alors, quelles sont les politiques publiques prioritaires aujourd'hui pour le Gabon? Bon, en réalité, c'est aux candidats qui se présentent à l'élection de décliner quelles sont leurs priorités. Mais il est clair que dans un pays comme le Gabon, la question du social reste importante. Beaucoup de jeunes sont au chômage. On parle de 30 à 40%. Le chiffre varie entre 30 et 40%. Donc il est clair que les politiques publiques de création d'emplois devraient être prioritaires. Et encore une fois, il faudra indiquer comment est-ce que les différents candidats entendent les financer. Et il y a également, en dehors de ces politiques de l'emploi, il y a aussi des politiques d'accès à l'immobilier. Tout à l'heure, hors antenne, nous parlions de l'accès à la propriété foncière. Il est évident qu'aujourd'hui, beaucoup de Gabonais sont en demande d'accéder à la propriété foncière, à des terrains, à des logements. Ça me paraît être parmi les priorités qu'il faudra considérer. Mais naturellement, lorsqu'on veut faire de la croissance économique, on doit aussi bâtir les infrastructures qui vont permettre à cette économie de se développer. Donc, les politiques sociales, à mon avis, devraient être prioritaires. Les politiques d'infrastructure également devraient être prioritaires. L'accès à la propriété également. Alors, Monsieur Steve Davin Mugiama, vous êtes le porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligingema. Monsieur Rodrigue aussi venait d'indiquer que c'est à vous de décliner vos offres. Vous comptiez financer le développement du Gabon par l'emprunt ou à travers la fiscalité? Alors, sur cet aspect, je ne voudrais pas faire digression, mais juste donner un élément important. Relever sur le plan général, de façon systémique, que les différentes sources de financement des projets d'un État, d'accord, sont les recettes fiscales, que nous connaissons tous. Il y a dedans l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la consommation et évidemment l'impôt sur les sociétés. Parallèlement à cela, un État peut aussi financer ses programmes et ses projets par des emprunts internes et externes. C'est selon. Et pour ce qui est des emprunts internes et externes, nous avons le système des missions
d'obligations par l'État. Nous allons en parler tout à l'heure. Voilà, et nous avons même le système de prêts bilatéraux ou internationaux avec les institutions financières mondiales. Nous avons aussi l'approche de partenariat public-privé. Là-dedans, on va regarder, parce que les entreprises privées peuvent accompagner au financement de certains projets et à leur réalisation. Nous avons également les fonds de développement internationaux qui peuvent être apportés via les accords bilatéraux que le pays aurait signés avec telle ou telle autre institution. Donc c'est dire ici que le Gabon, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema n'entend pas avoir un fonctionnement autre que celui qui est normé, parce que l'argent ne sortira pas de sa poche, il n'en a pas. L'argent va simplement sortir des caisses du Gabon, c'est l'argent du contribuable gabonais. Maintenant, dans son projet qui est porteur, au titre des éléments prioritaires, il y a la question de l'eau et de l'électricité. J'entendais tout à l'heure mon prédécesseur parler des questions sociales. Monsieur Rodrigue aussi. Monsieur Rodrigue aussi. Ici, la question de l'eau, l'électricité et même la réforme intégrale du secteur énergie constitue un pilier, sinon c'est le premier pilier du projet de société du candidat. Il a abordé de façon transversale, pour ne pas et sommaire, la question de l'emploi. Il faut savoir qu'en deuxième pilier, nous avons la question de l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Vous avez vu, alors que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema était encore président de la transition, certaines mesures ont été prises. Vous avez la banque, le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon, qui est un levier important pour accompagner les mécanismes de financement des jeunes entreprises que les Gabonais pourraient créer. C'est avec des petites sommes. Il n'y a pas longtemps, il était à Ntoum, accompagné du Premier ministre de la Transition d'alors. Il lui a été donné de constater que le secteur agricole est un secteur porteur. Pourquoi les jeunes ne pourraient-ils pas s'investir là-bas? Il y a le poulet de chair qui marche. Avec un capital minimal de 1 à 2 millions, on peut ouvrir sa PME et être un acteur majeur du développement économique. Donc il y a plusieurs aspects comme ça que j'espère on aura assez le temps d'aborder sur ce plateau. À propos de la fiscalité, il semble que vous souhaitez élargir l'assiette, oui, avec notamment cette année l'impôt sur le foncier qui est très fortement critiqué au sein de l'opinion. Qu'en dites-vous? Alors, il faut relever qu'en janvier 2023, si ma mémoire est bonne, il y a eu une conférence avec le précédent régime, le régime déchu, où la question de la CFU avait été abordée. Il était question ici d'établir les mécanismes de taxation et de prélèvement sur le foncier. Parallèlement à ça, c'est vrai que ce n'est pas dans nos mentalités. Ce n'est pas encore dans nos mentalités et le président, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema en est conscient. Il n'est pas interdit. La loi existe. Elle est là. La seule problématique, c'est sa mise en branle, c'est l'application. Je vous prendrai un exemple simple d'un pays où cela marche très bien, le Sénégal. Au Sénégal, l'État a le système du prélèvement sur le foncier et avec cet argent qui est généré, ça leur permet de trouver d'autres partenaires à qui leur remettre ces fonds pour dire nous voudrons que vous essayiez de construire des logements pour l'extension des résidences. Ça fait que les nouvelles personnes qui vont à l'acquérir ces résidences-là sont logées et propriétaires. Elles, à leur tour, elles payent un impôt. Évidemment, les taux ne sont pas les mêmes. Les taux varient selon, au départ, la valeur vénale du bien acquis. Les taux varient selon le site, le lieu où vous avez aménagé. Pour ce qui est du Gabon, c'est un mécanisme qui prendra forme, mais de façon progressive. C'est la question justement que je voulais vous poser. Croyez-vous que les conditions sont réellement réunies pour que cette taxe-là prenne forme maintenant au Gabon? Et puis qui payera la taxe foncière? Écoutez, la taxe foncière, je vais vous dire au passage que les entreprises la payent déjà. Les entreprises la payent déjà. Il va revenir simplement que les ménages, les compatriotes s'y fassent. Parce que malheureusement, comme on le dit, la loi est dure, mais c'est la loi.
elle va s'appliquer à tous, mais cela va être fait de façon progressive. Il n'y a rien qu'Oligui Nguema envisage de faire sans études préalables, sans mettre le Gabonais dans les conditions idoines. Voilà, la question pratique, M. Nguema. Oui. J'habite à Kébéville, oui. Vous habitez, comme par hasard, moi j'habite à Timinchos. Bon, imaginez que vous habitez à Kanda. Non, je ne peux pas imaginer que j'habite à Kanda parce que je ne sais pas ce que ça fait de vivre à Kanda. J'habite à Timinchos sur une petite ruelle pavée. Tampion habite à Kanda et moi j'habite à Kébéville. D'accord. Alors comment ça se passe? Alors, ici, ça va être déterminé par les spécialistes du domaine foncier. Parce qu'ils vont faire un calcul où les taux, comme je vous le dirai, vont varier selon la superficie, selon la valeur vénale, parce que celui d'Akanda, s'il a acquis son terrain le mètre carré, on va dire, Tantampion a pris à 10 000 francs le mètre carré, vous voyez que quand il a 1000 mètres carrés, il est quoi, quasiment à 10 millions. Moi qui suis à Tsebensot, j'ai acquis mon terrain de 1000 mètres carrés à 1 million 100. C'est clair que dans le mécanisme de calcul, le monsieur ici pourra mieux vous expliquer quels sont les taux qui seront appliqués et les taux envisagés. Mais une chose est claire, les valeurs de contribution et de prélèvement ne seront pas les mêmes. Monsieur Davin Kevin Ngama, avec Merci Rodrigue. David Kevin Ngama, David Kevin Ngama, plutôt, je ne vais pas trahir un secret, puisque nous avons déjà entendu votre candidat, votre champion Alexandre Bilebinze évoquer cette question. Pourquoi êtes-vous contre la mise en œuvre de la taxe sur le foncier? Avant de répondre sur les mécanismes de financement de développement que vous préconisez. Pour cette taxe, c'est très simple. Nous partons du principe selon lequel la situation économique du Gabon est préoccupante. Vous remarquerez dans le programme du candidat Alain-Claude Bilebinze, on ne crée pas de nouvelles taxes. Déjà, créer une taxe sur le foncier, alors que pour nous, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Les gens eux-mêmes créent des zones d'habitation, vont payer leur terrain et l'État vient après. Il faudrait d'abord que l'État se réapproprie la politique du logement. Dans d'autres pays, l'État ouvre des zones de logement, viabilise ces zones en apportant l'eau, l'électricité. Après, on vend des parcelles aux gens. Dans ce type de conditions, un citoyen est plus enclin à payer une taxe parce qu'il voit comment l'État gère le foncier. Or là, pour nous, c'est tout simplement cavalier dans la situation économique actuelle. D'accord. Et pour le candidat Bilebinze, on ne veut pas alourdir les charges des Gabonais, mais on veut plutôt aider les près de 100 000 personnes qui sont dans la précarité à avoir un revenu. Vous avez à présent l'opportunité de répondre à la préoccupation de Rodrigue aussi. Vous choisissez plutôt de financer le développement par l'emprunt, par la fiscalité. Comment allez-vous y prendre? Alors, déjà, le premier point du plan du candidat Bilebinze, c'est le plan de réforme budgétaire et économique. Et ce programme de société, il est chiffré et programmé sur le temps. Les 100 premiers jours, vous avez 12 mesures phares à mettre en place. La première, c'est la proposition d'un plan de réforme budgétaire et économique. Tout simplement parce que ce n'est pas un secret de polichinelle. Nous avons des problèmes. Comment s'articule-t-il ce plan? Alors, ce plan va s'articuler sur des mécanismes simples. Vous aurez d'abord l'audit de la loi des finances, notre politique budgétaire. On va regarder poste par poste. Quels sont les postes où nous pouvons faire des économies ou des réaffectations. Qu'est-ce que vous avez observé singulièrement dans les lois de finances? Il y avait des incongruités. Voilà, justement. Lesquelles, par exemple? Je vous prends un exemple. Nous sommes à la radio, il faut du concret. Je vous prends un exemple simple. Une loi des finances, à la fin de chaque année, en principe, elle doit être exécutée et la Cour des comptes doit venir certifier l'exécution. Qu'est-ce qu'on observe au Gabon? On est en 2008 ou en 2015, la Cour des comptes certifie le budget d'il y a 4 ans. Le mal est déjà fait. C'est ce plan et c'est cette réappropriation de l'orthodoxie financière que le candidat Bilebinze propose dans son plan de réforme économique et budgétaire. L'outil principal d'un État, justement, c'est son budget pour créer de la richesse. Si le budget, je mets ma main au feu,
beaucoup de Gabonais ne savent pas ce qu'il y a dedans. Et lorsque vous allez dans la loi des finances, peut-être parce qu'ils ne lisent pas aussi. Ils ne lisent pas et on n'explique pas suffisamment. Alors, mea culpa, parce que c'est le rôle des politiques. Lorsque la loi des finances est débattue. Vous savez que nul n'est censé ignorer la loi. Effectivement. Maintenant, le candidat Billy Bizé propose, pour commencer, et ce qui est logique, lorsqu'il prendra le pouvoir, il va d'abord faire un plan de réforme budgétaire économique pour qu'on ait la situation réelle. Parce qu'aujourd'hui, même la dette, vous voyez l'actualité dans d'autres pays, avec le phénomène des dettes cachées, que l'on découvre lorsque le régime n'est plus là. Il faut faire un audit, il faut se regarder droit dans les yeux, on fait un audit froid, on dit voilà la situation de notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser? Et c'est ce qui est dans le programme du candidat Alain Claude Bilie. Quelle est votre analyse, monsieur aussi? Est-ce que vous me permettez, s'il vous plaît? Oui, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir. Monsieur vous voyez, oui, porte-parole de Brice Clotaire Oligui Nguema. Exactement cela. Vous voyez, ce qui est intéressant et interpellant, c'est que Brice Clotaire Oligui Nguema et ses frères d'armes, on va dire la transition, a fait 19 mois au Gabon, à ce jour. Mon frère ici en face, qui est le représentant du candidat Alain Claude Billy Bizé, vous seul et nous savons depuis combien de temps M. Alain Claude Billy Bizé a été dans les arcanes du pouvoir. M. Alain Claude Billy Bizé a même été non seulement parlementaire, il a été membre éminent du gouvernement, il a même été Premier ministre. Alors, venir dire aux Gabonais ici que les lois de finances, lorsqu'elles étaient votées, les budgets n'étaient pas totalement exécutés et que c'est 4 ans après que la Cour des comptes vienne pour certifier les comptes, ça pose problème. Il vous répondra. Ça pose problème. Et c'est vrai, je suis un peu disconvenu de l'apprendre et de le découvrir. Bon, sauf si on me dira que c'est au lendemain la veille qu'on aura changé de pratique et d'approche. En tout cas, entre nous, est-ce qu'il y a une dette cachée au Gabon ou des dettes cachées au Gabon? Il convient de relever, justement, vous faites bien d'en parler, que lorsque la transition arrive, le Gabon a un seuil d'endettement qui est considérable. Parallèlement à cela, on découvre, je vous dis bien, on découvre que pour l'élection de 2023, l'équipe qui était conduite et dont M. Alain Claude Bizé était le Premier ministre, est allé emprunter auprès des bailleurs de fonds pour l'organisation des élections. Ce qui fait qu'aujourd'hui... À combien le montant? Ils ont emprunté, une chose est claire, le montant était considérable, ce qui a d'ailleurs amené la dette du Gabon à plus de 7 000 milliards. À plus de 7 000 milliards, je vous le dis. Et ce qui est embêtant, c'est qu'aujourd'hui, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, lorsqu'il arrive à la transition... Nous sommes toujours à ces niveaux-là, plus de 7 000 milliards. 7 000 milliards. 7 Mais 500 justement milliards. parce qu'il y a une chose que vous ne savez pas. Elle n'a donc pas baissé. Elle était plus importante que ça. Oligui Nguema et ses frères d'armes, CTRI, ont payé 2402 milliards au titre de remboursement de dette. Récemment. Et ils ont emprunté, ils ont aussi emprunté. C'est pour ça que le niveau de la dette n'a pas véritablement bougé. Je peux vous dire une chose. Écoutez, en matière de gouvernance et de fonctionnement d'un État, on emprunte et on rembourse. Ce qui est important, c'est de rembourser. C'est de rembourser. D'avoir la capacité de rembourser. C'est pas seulement la capacité de rembourser. C'est quelle orientation vous avez donnée à ce prêt, à cette dette que vous avez contractée. Et je crois que... À propos d'orientation... Vous insinuez qu'ils ont joué au yo-yo, vos prédécesseurs, avec les emprunts. Vraiment, j'aurais souhaité que vous me prêtiez l'expression plus tôt. Et là, vous venez de consacrer cela. Monsieur Tontomaï, qui est également l'un des soutiens de Brice Clotaire Oligui Nguema, disait qu'on a joué au jeu de cartes avec l'argent du Gabon. Vous savez, il y a même une expression, il y a une autre expression. On a eu des gens qui se croyaient sur un terrain de football au village où on jouait à l'époque les torse nus contre les habillés. Monsieur Nguema, c'est ce que nous avons. Monsieur Nguema, oui. Une question précise. Qu'a-t-on fait de l'emprunt obligataire tant au niveau national que sous-régional? Est-ce que ces emprunts-là ont répondu aux attentes sur les routes, sur l'eau, sur l'électricité? On a beaucoup emprunté. Sous la transition, on n'a pas beaucoup emprunté. On a emprunté le nécessaire et l'utile. Et on a vu les réalisations. Et vous voyez les réalisations lorsque certains viennent dire, vous savez, quand on vous dit 1906 km de route en 19 mois. Route bitumée.
Non, excusez-moi. C'est ce qui a été dit, bitume. Il y a 3 termes transversaux. Il y a route en béton bitumineux, il y a route en béton et route bitumée. Il y a même des voies pavées. 1900 km. Monsieur Mugiama. Ça, c'est sur l'ensemble du territoire et c'est vérifiable. Monsieur Mugiama, est-ce qu'il est sain de mettre, on va dire entre guillemets, cette gabegie sur le dos de M. Alain-Claude Billy-Bizet quand on sait qu'il n'a passé qu'un peu moins de 8 mois à la primature? Bon, je vais quand même rappeler au passage, parce que j'aime pas souvent m'éterniser sur certaines choses qui, à mon sens, ne valent pas trop la peine. M. Billy-Bizet ne constitue en rien le projet de société de notre candidat. Il n'est même pas son adversaire. C'est un compatriote. Pourtant, on le fait porter le chapeau de la dérive du Gabon. Constate-t-on. Pour la petite histoire, on ne peut pas vous dévêtir d'un costume que vous avez porté et danser avec les autres pendant que le moment était faste. Monsieur Alain-Claude Billy-Bizet est aussi comptable que ceux qui sont en retrait de la gouvernance de ce pays. On ne peut pas se défaire de ça. Monsieur Ngama, Monsieur Assey, représentant de Billy-Bizet. Je voudrais juste signifier que le candidat Alain-Claude Billy-Bizet, vous avez observé qu'il a opté pour une campagne de proximité, une campagne de respect et une campagne d'humilité. Bon, mon frère, M. Mugiama, a dit le président de la transition, le candidat Brice Clotaire Oligui n'a pas d'adversaire, Billy-Bizet n'est pas son adversaire. Tant mieux. Mais le candidat Billy-Bizet respecte tous ses compatriotes. Et il l'assume. Parce qu'il faut d'abord regarder la personne, le parcours. C'est le seul aujourd'hui qui assume. Je pense que rien que cette honnêteté intellectuelle devrait faire école. Le candidat Billy-Bizet ne s'est jamais débiné de ses responsabilités. Au contraire, il a demandé aux gens, interrogez-moi sur ce que j'ai fait pendant mon passage dans les ministères. À titre de rappel, Billy-Bizet n'a jamais été ministre de l'économie. Il n'a jamais été ministre du budget. Il n'a jamais été ministre de la planification, ministre des travaux publics. Ceux qui ont occupé ces rôles-là sont aujourd'hui encore au pouvoir avec la transition. Juste rapidement, vous donner un indicatif. Mon frère, M. Mugiama, a dit, moi je pense qu'il y a des problèmes de transparence. J'ai ici une lettre circulaire de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, la COBAC, numéro 32, adressée aux États sur le respect des critères de convergence de la CEMAC. Octobre 2024, ça veut dire pendant la transition. Il y a 4 critères principaux. Le solde budgétaire primaire, le taux d'inflation, la dette publique par rapport au PIB et l'accumulation des arriérés. J'ai été surpris de constater que le Gabon, pendant la période de transition, n'a pas été capable de donner les chiffres de sa dette intérieure à la commission bancaire. Y a-t-il un délai? N'est-ce pas du fait de l'héritage aussi? Non. Si en la commission bancaire, en amont l'héritage est suffisamment lourd et les données ne sont pas suffisamment claires, comment voudriez-vous que ceux qui arrivent après soient, on va dire, transparents? Ces chiffres ont toujours été communiqués à la COBAC. Pourquoi aujourd'hui on ne les communique pas? Je m'interroge. Je ne jette pas l'anathème sur les uns et les autres. C'est un problème de transparence. Je vous suggère de vous rapprocher davantage de la COBAC. Parce que je vais vous dire. Laissez-moi juste chuter. Laissez-moi juste chuter. Après, je vous laisse commenter. C'est-à-dire, oui, il y a, je crois, 2 conseils de ministres qui viennent de passer. Le Gabon vient encore de s'endetter 131 milliards. 131 milliards, on dit on a réglé le problème de la dette, mais on continue à s'endetter. Qui s'endette s'enrichit. Mais il venait de vous la question, c'est de savoir. Le problème n'est pas de s'endetter. Le problème, c'est à quoi utilise-t-on le produit de cette dette? Voilà, par exemple, des infrastructures. Et qu'on les voit. Écoutons l'expert. Il s'agit par exemple de construire des infrastructures qui vont aider à soutenir l'économie, à aider à faire en sorte que l'économie croisse. Ce n'est pas une mauvaise dette. Monsieur aussi, justement, on est sur la même longueur d'onde. C'était le point où je voulais aborder. Ben, que reprochez-vous alors? Il faut simplement qu'il y ait de la transparence dans l'utilisation. C'est parce que, pourquoi je le dis? C'est parce que mon frère, M. Mugiama, a dit, ils ont hérité de la dette. Ok. On est tous d'accord qu'il y a eu des erreurs. Une dette qui a été mal utilisée. Utilisée. Et ça, faut le relever. Et ça, ce n'est pas du fait d'Ali Bongo, c'est depuis Omar Bongo. Je suis désolé. Quand on s'endette, non, laissez-moi terminer. Quand on s'endette, c'est pour créer de la richesse.
Mais malheureusement, nous sommes entrés dans un cercle vicieux où on s'est endetté pour financer même parfois le fonctionnement. Or, le premier critère de convergence de la CEMAC, c'est le solde budgétaire de référence. Vos recettes propres doivent être capables de couvrir vos dépenses hors emprunt, les premières dépenses. Donc, et ici, je suis désolé, en octobre, on était à moins 5,8, là où la norme est à moins 1,5. Ça veut dire qu'on a largement dépassé ce ratio. Ça veut dire que nos ressources propres n'arrivent plus à couvrir nos dépenses de fonctionnement. On a recours à l'emprunt. Et c'est une situation qui nous est imposée par l'orthodoxie économique et financière. On n'y peut rien. De ce point de vue, nous sommes d'accord, M. Mugabe. La dette du Gabon mérite un meilleur traitement. Voilà pourquoi dans le programme d'Alain-Claude Bilibizé, le premier point des 100 premiers jours, c'est le plan de réforme économique et budgétaire. Monsieur Rodrigue aussi, qu'on n'a pas suffisamment écouté. Vous avez l'occasion maintenant de nous faire une analyse un peu de tout ce que vous avez entendu, notamment comment financer le développement. Faut-il emprunter? On l'a dit, oui ou non? Au regard des choix des uns et des autres. L'écoute des uns et des autres. En tant qu'expert indépendant, quel choix devrait-on faire? Encore une fois, je ne voudrais pas me substituer aux représentants des candidats sur les choix, les stratégies de leurs candidats. Je peux simplement relever, et on en a parlé tout à l'heure, sur la question par exemple du financement par la fiscalité. Lorsque le représentant de M. Bilibizé dit qu'il faut supprimer la taxe foncière, en fait j'aimerais rappeler qu'en réalité la taxe foncière, elle n'a pas commencé avec la contribution foncière unique, avec la CFE. Les Gabonais payent en réalité la taxe, les taxes foncières depuis très longtemps. À l'époque, il y avait deux taxes, la contribution foncière sur les propriétés bâties et la contribution foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation elle-même. Il y a même à côté de ces trois taxes que j'ai invoquées et que j'ai indiquées, il y a aussi la taxe spéciale immobilière sur les loyers que les Gabonais payent. Alors je suis souvent étonné quand on dit non, on n'est pas préparé à payer. Et donc là on a ajouté une taxe? Non, on n'a pas ajouté une taxe, justement j'allais y venir. En réalité il y a une réforme en 2022 puisqu'elle a été consacrée par la loi de finances 2022. Il s'agissait en fait de fondre, d'abord de supprimer la taxe d'habitation et de ne garder sous forme synthétique que la contribution foncière sur les propriétés bâties et la contribution foncière sur les propriétés non bâties. C'est en réalité ces deux taxes-là qui ont été synthétisées et qui ont donné la CFU. Mais il faut savoir une chose, le problème ce n'est pas qu'il y ait une ou des taxes foncières. Le problème c'est la charge fiscale que cela induit. Il faut savoir que dans l'ancien mécanisme, la charge fiscale était beaucoup plus lourde. En réalité, avec la CFU, les ménages théoriquement payent moins 48% par rapport à la charge fiscale qu'ils auraient payée dans l'ancien système. Et les entreprises, c'est plus de 90% de charges fiscales en moins. C'est une réforme qui a été dictée par des impératifs de modernisation de notre système fiscal, d'allègement de la charge fiscale, en faisant le pari que l'impôt foncier sera beaucoup plus rentable, important, si on diminue la charge fiscale, mais on élargit le nombre de cotisants. Voilà. Question technique, oui. La digitalisation des impôts, l'administration fiscale, est-ce que ça marche? C'est un autre point. Permettez-moi juste rapidement de terminer avec la CFU et j'y reviens. C'est un point important également. Alors, aujourd'hui, la CFU rapporte à peu près 23 milliards. En tout cas, c'est ce qu'elle a produit en 2023. Pour 2024, ça sera certainement un peu plus. Et donc, ça m'étonnerait, très honnêtement, que si M. Bilibizé arrivait aux affaires, qu'il supprime une taxe aussi juteuse, aussi rentable, qui apporte des ressources pour financer le développement. Je pense que dans l'un ou l'autre cas, la réflexion devrait plutôt être
comment trouver un équilibre entre la nécessité de faire en sorte que les ressources fiscales intérieures on puisse financer de façon beaucoup plus autonome le développement avec les ressources fiscales internes. La réflexion devrait aller dans ce sens-là. Pas de dire on va supprimer ceci, on va supprimer cela. Ce sont des déclarations politiques. Je pense qu'à un moment donné, elles risquent de se heurter au mur de la réalité. La question, M. Ngama, en réalité que vous pose, monsieur aussi, avez-vous vraiment réfléchi autour de cette question? Vous avez besoin, apparemment, si j'ai compris, vous avez, monsieur aussi, vous avez juste précisé votre politique sociale à 21,8 milliards. Non, ce n'est pas 21 milliards, je vais revenir. Non, mais c'est le montant que vous avez donné. Sur ces deux politiques, vous ne m'avez pas laissé finir. Sur ces deux éléments, c'est le chiffre que vous avez donné. Vous ne m'avez pas laissé finir. Allez-y. La CFU vous rapporte à peu près 23 milliards. 23 milliards par là, la CFU. Mais non, il y a un problème de communication. Ce n'est pas le candidat Billy Binzé qui a parlé de cette taxe d'habitation. C'est le candidat Brice Clotaire Oligingema. Et monsieur aussi. Non, on a dit on n'est pas d'accord d'ajouter une nouvelle taxe. Mais si vous n'êtes pas d'accord, et monsieur aussi, justement, ce n'est pas une nouvelle taxe. C'est parce que c'est parce que renvoie à un élément important. Le FMI. Non, laissez-moi juste chuter. Laissez-moi chuter. Un élément important. Allez-y. Je crois que vous et moi, nous avons appris que cette taxe existe. Pourquoi alors le candidat Brice Clotaire Oligingema a parlé de cette taxe? C'est un problème de communication. Parce que lorsqu'il a parlé de cette taxe, le commun des Gabonais a compris qu'on va ajouter une taxe. Il n'y a pas eu une communication claire derrière pour nous expliquer que cette taxe existe. Aujourd'hui, l'expert des impôts nous explique que cette taxe existe. Mais votre candidat a dit qu'il va... Non, il a dit c'est la mise en application. La mise en application. Voilà. Mais il n'a pas dit que cette taxe existait déjà. Mais non, si on vous dit la mise en application, cela va de soi que ça existe. Non, revoyez les discours. Et je vous ai renvoyé. Cette taxe dans sa communication, il était question, enfin du moins ce que les gens ont compris, il voulait créer une taxe. Je pense que c'est un problème de... peut-être la réformer, mais pas créer peut-être la réformer, là c'est vous qui l'avez peut-être compris. Moi aujourd'hui, parce que si vous, non, mais c'est ce qu'il a dit. Si vous vous souvenez de son discours à la nation, discours de Nouvel An, il avait bien parlé de la CFU, c'est qu'elle existe. Oui. Donc je pense que si... Enfin, je ne voudrais pas me substituer au porte-parole, je m'efforce simplement à partir des éléments que j'ai d'essayer de restituer quelque chose qui me paraît logique. Alors, j'ouvre une fenêtre avant de sortir de cette émission. La transparence dans la gestion de la chose publique. On le sait, la corruption... La digitalisation, oui, la digitalisation, oui. Bon, en deux mots, allez-y. Oui, la direction générale des impôts, pour ce qui la concerne, mais d'autres administrations ont également engagé les mêmes chantiers, a entrepris justement de digitaliser le paiement, la déclaration et le paiement des impôts. Alors, c'est un projet de longue date qui a commencé à être mis en œuvre et qui a été accéléré ces derniers mois. On peut constater aujourd'hui qu'il y a des éléments concrets. On peut dire qu'effectivement la digitalisation marche, parce que quand on regarde les indicateurs de gestion de performance de la DGI ou le projet annuel de performance qui est tenu mensuellement, on se rend compte qu'il y a des indicateurs importants. Par exemple, sur les déclarations des contribuables ou les relances des contribuables, on constate une augmentation de pratiquement 100%. Et quand on relance un contribuable, ça veut dire que derrière, il y a une recette fiscale qui atterrit dans les caisses de l'État. Donc, du point de vue de l'amélioration de la mobilisation, c'est une réalité aujourd'hui, mais naturellement, c'est un processus qui doit être finalisé et qui va concerner aussi d'autres administrations. C'est très intéressant pour la citoyenneté fiscale. Exactement. Messieurs aussi, nous allons peut-être sans doute boucler avec vous, mais alors une question. La corruption affecte la prospérité et le développement. Comment la combattre du point de vue de Brice Clotaire Oligingema? Alors, très brièvement. Il y a des maillons essentiels, dont je citerai entre autres ici la justice. Il y a la justice parce que lorsque vous n'avez pas un système judiciaire fort et indépendant, c'est clair que les individus mal intentionnés vont s'investir dans des postures qui n'honorent pas la République et leur corporation. Il y a ici, justement en matière de prélèvement et de collecte, la digitalisation. La digitalisation, c'est vrai que le Gabon, elle est encore faible. C'est un outil important de transparence. Parce que ici, ça va permettre de prélever
rapidement les fonds, d'avoir la traçabilité de ces derniers et que personne n'échappe aux mailles, que personne ne passe aux mailles. Pour le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, il envisage de réduire la fracture numérique. Parce que c'est d'abord ça l'élément essentiel. Et avec le programme e-gouvernement, nous estimons que le service sera de qualité et les éléments de corruption, quand bien ce n'est pas un cas propre au Gabon, nous allons réduire le seuil de corruption au Gabon. Monsieur Ngama en face. Merci, monsieur ACI. Le candidat Billy Bizé, vous avez regardé son contrat, son projet de société s'intitule sur la corruption. Contrat national de rupture et de redressement. La lutte contre la corruption, on est devenu au Gabon un peu des experts à l'utilisation des mots qui ne veulent rien dire. Depuis des années, on parle de lutte contre la corruption. Où sont les résultats? Arrivé au pouvoir le 12 avril, le candidat Billy Bizé va introduire une loi sur la limitation du cash. Lorsqu'on s'attaque à un problème... Vous rejoignez sur la dématérialisation. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Laissez-moi développer. On n'a plus beaucoup de temps, 30 secondes. Rapidement, le corrupteur et le corrompu ont peur d'une chose, c'est la traçabilité. Vous savez, j'ai un gros souci. Je le laisse finir. Voilà pourquoi, lorsqu'on émet un chèque en bois, attendez, je ne sais pas. Non, attendez. Si on est dans une bonne posture. Non, n'allez pas égratigner. Monsieur Mugamé, attendez. Il me reste 30 secondes. Jouissez de vos 30 secondes. Voilà, il faut relever au passage. Non, lorsqu'il a émis un chèque en bois, c'est un élément prépondérant et important de la corruption. Non. Juste le relever. Non. Le chèque, un chèque sans provision est un incident de paiement. Dans le cas de M. Bizé, ce n'est pas le cas. Après avoir bénéficié. Non, vous assurez la paternité de vos propos. On boucle avec l'expert. En matière de chèque sans provision, non, laissez-moi terminer, monsieur Assis, c'est très important. Parce que cette loi, vous allez voir qu'elle va toucher le cœur du problème. La loi sur la limitation des transactions en espèces. Qu'avons-nous observé au 30 août? Nous avons observé des sacs d'argent en espèces. Lorsqu'on va mettre cette loi qui va limiter la circulation du cash, on prend un exemple. Toute transaction au-delà de 1 million ne se fera plus en cash. Le corrupteur et le corrompu n'auront plus les moyens d'agir, de frauder. Monsieur aussi est de cet avis. Je suis surtout d'avis que on ne peut pas financer correctement le développement si on ne lutte pas contre la corruption. Et de ce point de vue-là, je pense que la digitalisation des administrations contribue justement à éliminer les intermédiaires, diminue le nombre des possibilités d'actes de corruption, et c'est quelque chose vers lequel qu'il faut renforcer, vers quoi il faut tendre et renforcer. Monsieur aussi, c'est avec vous que s'arrête cette émission, entre autres. Vous êtes expert indépendant, président du groupe de réflexion sur les politiques publiques au Gabon. Nous avions également ici comme invité M. Bougiama Steve Davin, porte-parole de Brice Clotaire Oligui Nguema à la présidentielle. Et puis Davin Kevin Ngama, cadre supérieur de banque, membre de l'équipe de campagne du candidat Alain Claude de Billy Bizé. Je suis en compagnie de Gervais Bouanga-Ngoma. Merci à tous. Rodrigue. Et demain. Merci à tous. Élection présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon. Le débat du jour. Du lundi au vendredi, 17h05 à Libreville, 16h05 en temps universel. Face à face, représentants des candidats, partis politiques, monde universitaire, acteurs économiques, socioculturels et sportifs, mouvements de jeunesse, organisations féminines. 24 mars, 24 avril 2025, les opinions s'expriment, les valeurs sont débattues sur la radio africaine.
l'ambiance. Africa numéro 1, notre station panafricaine, oh yeah. Créée le 7 février 1981, Africa est. Au Nigeria, au Zaïre, au Bénin, en Côte d'Ivoire, écoutez Africa numéro 1, oh quelle ambiance. Les informations du continent, la musique d'espoir de tout pays. Africa numéro 1, c'est l'initiative du président Bongo. Au Togo, Sénégal. Africa numéro 1, la radio africaine. Afrique Info. Aziz Adewale Chamdi. Bonsoir et bienvenue, les titres du journal. La polémique en République démocratique du Congo autour de la mort du brigadier Fiston Kabeya, victime d'agression de la part des agents de la sécurité du Premier ministre. Les explications de Christelle Moseka dans ce journal. En Guinée, une grâce présidentielle qui divise, celle accordée à Moussa Dadis Camara par le président Mamadou Doumbia. Des voix s'élèvent pour fustiger la décision. Au Gabon, la campagne électorale pour la présidentielle atteint progressivement sa vitesse de croisière. Plusieurs activités, y compris sportives, sont exploitées pour, bien sûr, séduire les électeurs. Et nous allons, dans la seconde partie du journal, avoir un reportage signé de notre correspondant au Mali, Idrissa Diakité, et bien entendu, un invité. Vous écoutez Africa numéro 1. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. La ministre de la Communication et des Médias du Gabon, Laurence Ndong, s'est rendue sur le site temporaire de la radio africaine qui abrite les studios de la radio Africa numéro 1 émettant sur les 94.5 FM. L'objectif a été de marquer le premier anniversaire de la reprise. Laurence Ndong est ici au micro de Jérémy Nzamba. Africa numéro 1, nous la tenons à la volonté et à l'engagement d'un seul homme, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Lors du coup de libération, il était question de restaurer les institutions, le CTRI, Comité pour la transition et la restauration des institutions. Mais pendant 1 an et demi, pendant 19 mois, on ne pouvait pas se contenter de s'occuper uniquement de la question institutionnelle, tant il y avait des besoins criards sur le terrain et auxquels il a fallu répondre pendant cette période de transition. Et parmi ces besoins, il y avait la reprise d'Africa numéro 1, parce que nous avions des journalistes chevronnés, des techniciens, des équipes qui étaient simplement à la maison. Et vous savez que même si on vous paye un salaire, et vous le savez mieux que moi, mais le fait de se lever tous les matins, de venir exercer le travail que l'on a appris, le travail que l'on aime, ça redonne vie et ça permet d'avancer. Et ça redonne aussi de la dignité. Et l'engagement du président Brice Clotaire Oligui Nguema et du CTRI a été de dire nous allons rendre aux Gabonais et aux Gabon leur dignité. Et il fallait que la dignité des journalistes chevronnés, du personnel de qualité d'Africa numéro 1 soit restituée. Alors le président de la République a dit Africa numéro 1 doit renaître et c'est un symbole aussi de la renaissance du Gabon parce que cette radio qui s'est éteinte alors qu'elle faisait la fierté du Gabon et des Gabonais, elle était un fleuron médiatique au niveau africain et même mondial. Son extinction a été le symbole aussi de l'extinction du Gabon, de la disparition du Gabon de la scène internationale, de la régression de notre pays dans les cœurs de ceux qui le tenaient en haute estime. Et donc, faire revenir Africa numéro 1, c'est tout un symbole. C'est dire que le Gabon est de retour sur la scène internationale. C'est dire que le Gabon va redonner vie à tout ce qui a fait sa grandeur et même bien au-delà. Et donc, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour célébrer ces 1 an de la reprise d'Africa numéro 1. On est parti de zéro, on est parti de tout le monde qui était à la maison
plus de locaux. Le bâtiment institutionnel était à l'abandon. Il était devenu une déchetterie. Les archives abîmées. Vraiment, on est parti de zéro. Et grâce au soutien du président de la République qui a mis les fonds du CTRI à disposition, nous avons aujourd'hui la réhabilitation du bâtiment institutionnel qui est en cours. On a encore fait une visite tout à l'heure. Nous avons pu installer Africa numéro 1 des studios provisoires dans le stade d'Angonje, où il émet depuis 1 an. Les équipements sont arrivés petit à petit, mais vous pouvez vous-même attester que les conditions de travail se sont beaucoup améliorées en une année et l'amélioration va se poursuivre parce qu'en réalité, le Gabon dont nous rêvons, le Gabon pour lequel nous travaillons, c'est un Gabon immortel qui, aux yeux du monde et des Nations Amies, sera digne d'envie. Et Africa numéro 1 fait partie de ces éléments qui font la diplomatie du Gabon et qui permettent le rayonnement de notre pays sur le plan national et international. La ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, qui faisait l'éloge d'Africa numéro 1, a également évoqué la possibilité, a fait une estimation de la période où les locaux pourront être intégrés, où le siège sera livré. Laurence Ndong, que nous retrouverons certainement au cours d'une prochaine édition. Et nous avons pour la suite de cette édition d'information la situation en République démocratique du Congo avec le brigadier Fiston Kabeya qui a été victime d'agression de la part des agents en charge de la sécurité du Premier ministre Judith Suminwa. Le drame est sujet à polémique puisqu'il est décédé suite à cette agression. Les détails à Kinshasa avec Christelle Moseka, notre correspondante. Une vidéo devenue virale à Kinshasa attribuant une monstruosité d'une scène glaçante de la garde rapprochée de la première ministre Judith Suminwa Tuluka qui aurait tabassé à mort un agent de la police routière, un abus de pouvoir qui a révolté plusieurs sur la toile, surtout après les témoignages d'un témoin agent de la police nationale congolaise qui confirme. Le cortège de la première ministre conduisait à Saint-Cynique. Étant sur place, notre collègue les a fait passer malgré tout. Après 10 minutes, le chef de la sécurité de la première ministre est revenu pour arrêter les roulages. Kabeya Sena, avec ses policiers, ils ont frappé notre collègue en l'amenant dans l'auditorat militaire où il a trouvé la mort vers 19h. Ici, de savoir que les tensions entre les unités de la police en République démocratique du Congo sont fréquentes. En 2022, le chef de la police dénonçait déjà les abus de garde de personnalité contre les PCR, souvent pour les litiges routiers, car la corruption et l'impunité sont endémiques. La police nationale congolaise a par ailleurs donné des précisions sur la dite vidéo qui nourrit la toile congolaise à travers son directeur des informations, Mavumbu Mangoma Junior. Par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux, faisant état du décès du brigadier de première classe Kabeya Sena Fiston de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation. Car la justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Par ailleurs, la hiérarchie de la police nationale congolaise présente ses condoléances à toute la communauté policière en général et à la famille du policier défunt en particulier. Depuis Kinshasa, Christelle Moseka, Africa numéro 1. Christelle Moseka, notre correspondante à Kinshasa, a noté en République démocratique du Congo également que les 3 Américains condamnés à mort lors du procès de tentative de coup d'État ont vu leur peine commuée en prison à vie. Une décision prise suite à une grâce présidentielle à la demande du ministère public.
Et notez aussi qu'en Guinée, la grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara, qui purgeait une peine de 20 ans de prison ferme, continue à susciter des incompréhensions. De nombreux Guinéens ont vu d'un mauvais œil cette grâce présidentielle qu'ils considèrent comme un déni de droit. Le Bureau des droits de l'homme basé à Genève, à son tour, a exprimé son mécontentement à travers un communiqué. On rappelle que Moussa Dadis Camara avait été condamné après les massacres de 2009 au stade de Conakry, des massacres qui avaient fait 156 morts et de nombreux blessés. Du côté du Congo-Brazzaville, autre actualité, elle concerne la vente illégale des terrains appartenant à l'État par des fonctionnaires véreux. Cette situation pose problème. Elle a obligé le ministre des Affaires foncières à tout mettre en œuvre pour faire en sorte que ces brigands soient mis hors d'état de nuire. Lazare Mavou. Dans toutes les villes congolaises, l'État a maille à partir avec certains citoyens et surtout certains fonctionnaires qui, par un tour de passe-passe, spolient le patrimoine de la République, et les conflits sont légion et intenses. Les étrangers du Congo sont régulièrement au centre de ces opérations frauduleuses. C'est le cas de l'ancien site de Radio Congo au centre-ville de la capitale, sur lequel une entreprise chinoise qui avait acquis le terrain des mains d'une Congolaise. Le ministre des Affaires foncières et du domaine public rétablit l'État dans ses droits. Pierre Mabiala. On constate que Madame Anzouana avait organisé une vaste fraude pour obtenir les documents, mais qui sont précaires au départ, notamment par les permis d'occuper, truqués, qui rentraient dans le cadre d'une procédure tout à fait imaginaire, une procédure fausse. Parce que même la mairie interrogée ne reconnaît pas avoir délivré ces titres précaires qu'on appelle les permis d'occuper. À partir de ce moment-là, nous nous sommes posé la question de savoir comment diable a-t-elle procédé pour obtenir vraiment un titre foncier. Et lorsqu'on a fait la traçabilité de manière foncière, nous avons constaté que tout est rentré dans la fraude. Mais comme les biens de l'État sont imprescriptibles, à n'importe quel moment, l'État se lève et vient récupérer son bien. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes arrivés ici ce matin pour demander à nos amis ici présents de quitter les lieux. D'ailleurs, l'État congolais lui-même avait déjà cédé à titre onéreux. Les textes vous ont été lus à une autre société, à un autre investisseur. Jamais l'État n'a interpellé ses fonctionnaires et agents municipaux responsables des faux papiers pour répondre de leurs actes. Et le phénomène, faute de vraies solutions et de solutions courageuses, continue de prospérer. Lazare Mavungu, Pointe-Noire, Africa numéro 1. Lazare Mavungu, notre correspondant à Pointe-Noire. En plus bref, notez qu'au Soudan du Sud, une mission de l'Union africaine composée de médiateurs africains séjourne depuis hier à Djouba, la capitale du Soudan du Sud. Ils ont pour objectif de sauver un accord de paix fragilisé par l'assignation à résidence du président Riek Machar. Le gouvernement du président Salva Kiir l'accuse de préparer une nouvelle guerre civile. Pendant ce temps, les combats se poursuivent, des combats qui opposent l'armée régulière aux milices proches de Riek Machar dans l'état du Haut-Nil. Et puis au Mozambique, une loi visant le pays a été adoptée à l'unanimité par le Parlement. Une loi qui vise à pacifier le pays. Elle a été proposée par le gouvernement. Le texte résulte d'un accord passé entre le président Daniel Chapo et les dirigeants des 3 partis d'opposition qui ont pendant longtemps contesté son élection qui a ravagé, qui a fait que des violences ravagent le pays. Il y a 4 mois, 360 morts ont été enregistrés au lendemain de l'élection présidentielle en raison des contestations qui avaient été entretenues par l'opposition. Et puis on revient sur un pan de l'actualité liée à l'élection présidentielle au Gabon pour parler de sport. Le sport qui est un axe majeur des projets de société proposés par les différents candidats à cette élection prévue le 12 avril prochain. Même si au plan sportif, les résultats obtenus par les équipes nationales ces dernières années sont en deçà des attentes, eh bien l'engouement pour les activités sportives est resté intact. À Port-Gentil, la capitale économique du pays, Anaïs
Sanoto, soutien du candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema, a organisé un tournoi de basketball. Elle a été surprise par l'engouement suscité. Cette initiative a été favorablement accueillie par la jeunesse port-gentillaise, car pendant 2 jours, ils se sont amusés dans une ambiance conviviale. Ils remercient de ce fait le candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema d'avoir pensé à eux en sponsorisant cet événement. Et une seule chose, les jeunes espèrent que cette initiative se pérennise. L'objectif visé par la première édition du tournoi de basketball à Beko, qui signifie l'espoir, est de rappeler aux jeunes qu'ils ont de l'importance à nos yeux, qu'ils ont de la valeur. Et donc, nous les encourageons à accomplir leur devoir civique en allant voter le 12 avril 2025 pour le candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui est le candidat de l'espoir. Le message du candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema pour ces jeunes est qu'ils ne seront jamais mis à l'écart. Il veut que les jeunes se distinguent par leur savoir-faire et leur savoir-être afin d'être acteurs dans l'essor vers la félicité, car pour lui, la jeunesse représente l'avenir du Gabon. Vous écoutez Africa numéro 1. Le reportage dans cette seconde partie du journal, un reportage qui concerne la santé et la politique de dialyse qui est une priorité du gouvernement malien. Il entend donc l'améliorer et appliquer les dernières résolutions des États généraux de la santé. Entre gratuité et renforcement des ressources matérielles et humaines, la prise en charge de la dialyse exige plus de rigueur. C'est l'objet du reportage à Bamako d'Idrissa Diakité. La prise en charge des malades dans les centres de dialyse du Mali est désormais parmi les priorités du monde de la santé et surtout des autorités du pays. L'application de la gratuité de la dialyse pose d'énormes difficultés et les acteurs entendent apporter des solutions. Ibrahim Dambélé, président de l'association des malades de dialyse. Je vous informe qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent aujourd'hui aux malades. Il y a quelques mois, il y avait eu une rupture au point G. Ça a eu des conséquences graves. Le point G souffre particulièrement de manque de personnel. Le problème de la dialyse au Mali, nous manquons de biotechniciens, quelqu'un qui répare les générateurs. Soyons francs, soit on prend la décision que la dialyse est payante, les gens ils acceptent, ou bien soit vous dites que officiellement c'est le langage de l'État malien, la dialyse est gratuite. Nous devons continuer sur cette gratuité. Au centre de dialyse du génie militaire de Bamako, on apporte aussi l'appui aux civils. Commandant Sarr dit Baba Koulibaly. Depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu d'arrêt. Donc, ce qui fait que les patients sont dialysés régulièrement. Donc, ce n'est pas uniquement un centre militaire, mais il y a aussi la prise en charge des civils qui s'est fait ici. Le personnel soignant reste conscient des acquis tout en tenant compte des difficultés sur le terrain. Docteur Nouhoum Koulibaly, porte-parole des néphrologues des centres de dialyse du Mali. La dialyse, elle est effectivement gratuite pour les dialyses, les séances de dialyse chronique. Pour tout malade, patient chronique, dialysé au Mali, programmé, la dialyse, elle est gratuite. Hormis cela, il y a ce qu'on appelle la dialyse d'urgence. C'est cette dialyse qui est effectuée en dehors de toute heure de dialyse que le patient est référé dans un service de néphrologie. Dans ce cas, il y a une somme forfaitaire qui est mise en place pour pouvoir dialyser ce patient en fonction de son état clinique. Les 25 000 francs là qui sont établis forfaitairement pour pouvoir dialyser ce patient, quelle que soit la gravité de son tableau clinique. Et l'association est au courant, ça c'est depuis des années. Au département de la santé et du développement social, la ministre Assaba Diallo invite les acteurs à plus de responsabilités. Nous les décideurs, on est responsables. Vous, les dialysés, vous êtes responsables. Les médecins aussi sont responsables. Chacun a sa part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Nous, parfois, il y a parfois des difficultés pour avoir les intrants en temps. Ça, on est en train de faire tout pour corriger. Aidez-nous à faire de telle sorte que les gens de vos associations soient bien pris en charge. Par rapport aux biotechniciens, nous en sommes
conscients. Les efforts sont en cours. Pour la régularisation des documents, ça, vous ne vous en faites pas. Nous sommes sous la digitalisation et nous allons même, chaque patient dialysé aura sa carte et personne ne sera dialysé à la place de personne. Par rapport à la dialyse d'urgence, pour le moment, comme on le dit, la dialyse, c'est pas politique, c'est rien. On dit la dialyse, c'est gratuit. Nous-mêmes, les 25 000 là, nous, on est venu trouver ça ici. Et dans les autres centres, je ne sais pas si au point G, ça se paye directement jusqu'à la caisse. Donc, c'est pas quelque chose que nous, on a inventé. Au contraire, c'est quelque chose qu'on est en train de gérer. Et soyez rassurés, nous venons de finir les états généraux. Et lors des états généraux, il y a eu des séances spécifiques sur la dialyse et le problème rénal. On va trouver des solutions. La décentralisation des centres de dialyse au Mali doit se renforcer avec la politique en cours, tout en allant vers une mutualisation des compétences entre le secteur privé et étatique. Africa numéro 1 Bamako, Idrissa Diakité. Idrissa Diakité à Bamako, la suite du journal avant la conclusion avec l'invité que nous recevons, le retrait de l'armée ougandaise UPDF du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo sème plus de crainte que de joie au sein de la population. Cette province orientale de la RDC, c'est en substance ce que l'on peut retenir de l'entretien accordé à notre correspondante en République démocratique du Congo, Christelle Moseka. Christelle Moseka s'entretient avec le député provincial du territoire de Butembo. Bienvenue Litsumbi. Ils vont donc discuter de la situation dans cette partie du pays. Ça fait aujourd'hui 4 ans que nous sommes en guerre et nous sommes dérangés par le groupe rebelle M23 avec leur partenaire l'AFC. Et avant cela, nous étions en guerre depuis une décennie, parce que c'est depuis 2013, en train de subir les affres de ZADF, qui sont aussi des rebelles, qui s'apparentent à des civils et qui opèrent dans des villages qui ont perpétré des tueries, des civils ainsi que de militaires dans cette zone du territoire de Béni pour la plupart, mais aussi une zone de la province de l'Ituri. C'est avec l'arrivée de l'AFC M23 que nous sommes aujourd'hui sous cette emprise et par leur influence qu'ils ont pu mener militairement, ils ont acquis des zones qui étaient sous le contrôle du gouvernement provincial du Nord Kivu où nous nous trouvons. Et c'est comme ça que vous allez le remarquer, nous avons perdu des grandes agglomérations et des agglomérations qui étaient beaucoup importantes pour la province Nord Kivu. Il s'agit ici de la ville de Goma. Nous avons perdu Sake, nous avons perdu Kiwanja, nous avons perdu Kanyabayonga, nous avons perdu Kirumba, nous avons perdu Bunagana, ça c'est déjà au début de la guerre, et beaucoup d'autres entités qui sont sous leur contrôle en province Nord Kivu, ainsi que leur extension sur la province du Sud Kivu avec la prise de Bukavu. Nous avons eu depuis 2021 l'appui de l'armée ougandaise sur autorisation du gouvernement congolais. Et de novembre 2021, nous avons vu affluer chez nous de militaires ougandais qui ont commencé à opérer en territoire de Béni dans la traque conjointe menée par les FARDC et cette armée ougandaise contre les ADF. Et une accalmie a été constatée dans ces zones où les ADF perpétraient des tueries. Honorable, pourquoi ne pas faire confiance au FARDC, la force loyaliste de la République démocratique du Congo, en coalition avec les Wazalendo pour éradiquer toutes ces forces des rebelles, ADF, Nalou et consorts? Pourquoi cette crainte au sein de la population, une crainte subite qui vient directement au sein de la population, qui ont peur de rester sans les UPDF? Madame, vous comprenez qu'avec nous, ce n'est pas facile de convaincre la population qu'avec les forces qui ne nous ont pas permis de maintenir Goma, qu'avec nos forces qui ne nous ont pas permis de maintenir toutes ces dizaines, ces vingtaines d'agglomérations que vous trouvez entre Butembo et Goma, que l'on puisse espérer que l'on va faire face à cette rébellion avec la même force, sans aucune autre assurance de plus. C'est comme ça que, avec cette approche où nous avons vu l'armée ougandaise, l'UPDF, rejoindre les lignes de front à Lubero pour appuyer les FARDC et les Wazalendo, nous avons vu la guerre stopper net. Depuis aujourd'hui, un mois, il y a une sorte d'accalmie que nous respirons à Butembo et Béni. Nous nous sommes dit, pourquoi négliger les efforts de partenaires qui
viennent de manifester la bonne volonté. C'est dans cette perspective que la population et nous, ses représentants, nous sommes inscrits dans une logique de demander au gouvernement que Kinshasa puisse réapprendre, réanalyser cette situation et nous permettre de bien décider et ne pas prendre une décision ou acter une décision qui va laisser que Butembo et Beni courent un sort insupportable. Vous voulez dire que la population de Butembo, Beni, ne tienne pas compte des dérapages communicationnels du général Mouzi, fils du président Museveni. Par cette suite, il fait descendre les capacités managériales de l'armée et du gouvernement congolais. Donc ça ne fait rien, ça ne vous dit rien par rapport à ça. On sait bien que nous avons été au courant de tous ces tweets du numéro 1 de l'armée ougandaise avec beaucoup de dérapages qui soient rectifiés. Ça ne devait pas se passer ainsi. Mais madame, comprenez aujourd'hui l'essentiel pour la population du Nord Kivu, c'est la paix. Nous avons tant souffert, nous avons suffisamment été tués. Pour nous, aujourd'hui, demander à l'UPDF de se retirer, parce qu'on observe de méandres dans ces communications, aujourd'hui, c'est nous sacrifier. On ne va pas s'atteler à la communication uniquement. Attelez-vous aussi à notre vie, à la vie de nos populations. La population qui nous a élus. On est à plus de 11 millions d'habitants en province Nord Kivu. Madame, imaginez-vous. Sacrifier toute une population estimée à 11 millions d'habitants parce qu'ils s'observent de problèmes de communication au sein de la hiérarchie de l'armée ougandaise. Je pense que ce n'est pas équilibré. Ce qui devait y avoir comme conséquence. Les conséquences sont plus énormes de notre côté qu'il faut réfléchir autrement cette situation. Voilà pourquoi nous continuons à insister que Kinshasa nous aide à collaborer avec Ouganda pour le moment, même si on a eu accès à tout ce qui s'est raconté autour de relations ougando-rwandaises. Mais aujourd'hui, on comprend que c'est la paix dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'un partenaire qui va nous garantir, qui va nous aider, qu'on peut quand même stopper les tueries, on peut stopper la progression de cette rébellion et parler autre chose après, madame. Parce que finalement, c'est la paix que nous souhaitons dans cette zone et nous souhaitons que cette voix soit entendue par Kinshasa pour que finalement, on puisse mettre terme à toute cette cruauté qui a trop duré. Nous sommes à plusieurs années de tueries et nous en avons marre. Il faudrait que Kinshasa nous aide à faire taire les armes. Député provincial du territoire de Butembo, à l'est de la République démocratique du Congo, qui était avec Christelle Monseka. Il s'agit de Bienvenue Lutsumbi. Merci de nous avoir suivis à la réalisation, d'avoir assuré donc la mise en onde. Jean-Félix Ngawendon, Didier Ndong, Brock Wallace. Merci de ne jamais désespérer de l'Afrique. L'Afrique, terre d'opportunité. Je suis Aziz Adewale Nchandi et je vous retrouverai du volant demain, même heure. Très bonne suite de programme.